La scène est presque universelle, hein. Le matin, la sonnerie retentit, on ouvre à peine les yeux et, dans un mouvement presque inconscient, le bras part direct vers la table de chevet. Ouais, le fameux réflexe. C'est ça. Les doigts trouvent le téléphone, l'écran s'illumine, et là, un coup d'œil aux notifications, un petit défilement machinal sur un fil d'actualité, un email lu à moitié endormi. Et le piège se referme. Bah oui, parce que quand on pose enfin un pied par terre, bah il y a 30 ou 40 minutes qui sont complètement évaporées. Le soleil est à peine levé qu'une partie de la journée a déjà été siphonnée, quoi. C'est exactement ça. En fait, c'est le réglage par défaut de notre époque. C'est une transition d'une brutalité inouïe, tu sais, entre le repos neurologique absolu de la nuit et l'immersion totale dans le bruit du monde. Ouais, c'est violent. Très violent. Et ces plateformes qu'on explore aujourd'hui dans cette méthode d'organisation, elles sont qualifiées de piscines à débordement. Et c'est pas juste des petits divertissements innocents, hein. Non, clairement pas. D'ailleurs, on va plonger au cœur de cette dynamique aujourd'hui pour voir comment s'en extirper. Exactement. Parce que ce sont des environnements qui sont conçus de manière algorithmique pour n'avoir aucun fond visible. Le flux ne s'arrête jamais, genre jamais. Ce qui explique totalement pourquoi ces fameuses 30 minutes matinales, elles disparaissent sans qu'on s'en rende compte. Le terme piscine à débordement, je trouve que ça illustre tellement bien ce sentiment de noyade douce, tu vois. Ouais, c'est l'idée. On flotte sans voir le bord. Et le truc, c'est que la réaction instinctive quand on capte cette perte de temps, bah, c'est la culpabilité. Ah oui, le classique je serai plus fort demain. Voilà. On se promet d'avoir plus de volonté, mais si je suis bien la logique des concepteurs de cette méthode, sans remettre à la seule autodiscipline, bah, c'est une erreur tactique monumentale, non? C'est pas juste une erreur, c'est un combat perdu d'avance. Enfin, on gagne pas contre une armée d'ingénieurs en se disant juste que, genre, on va être fort aujourd'hui. C'est clair. Attendre de son cerveau qui résiste tout seul à une architecture technologique qui est littéralement optimisée pour capter l'attention, c'est comme demander à un muscle de soulever une voiture. C'est biologiquement voué à l'échec. Ouais, c'est impossible. Totalement. Donc, la démarche ici, elle repose sur aucun jugement moral vis-à-vis de la technologie. Ça reste un outil formidable, Bien sûr. mais l'enjeu mécanique, c'est vraiment d'inverser le rapport de force. Aujourd'hui, notre attention est gérée par défaut par les notifications. Pour reprendre la main, faut instaurer des obstacles physiques, des barrières numériques concrètes, en gros des pare-feux comportementaux. Ce qui nous ramène direct à ces toutes premières secondes de la journée, en fait. Si le réveil, c'est notre point de vulnérabilité maximale, la première tactique préconisée, elle est hyper radicale. C'est sécher purement et simplement la consultation matinale. Ah bah c'est le test ultime. Grave. On repousse l'ouverture des emails ou des réseaux sociaux à 9 heures, 10 heures ou même après le déjeuner. Parce que d'un point de vue cognitif, je me dis, lire ces emails au réveil, c'est littéralement comme laisser entrer 50 inconnus dans sa chambre à coucher. C'est une super métaphore. Bah t'imagines, tous ces gens en train d'hurler leurs urgences, leurs opinions ou leurs problèmes, alors qu'on est encore en pyjama sous les couvertures. C'est une agression frontale pour un cerveau qui émerge, quoi. Mais c'est exactement ça. Et cette agression, elle a un coût neurologique mesurable, tu sais. Ah ouais? Ouais. Au réveil, ton cerveau transite super doucement des ondes θ du sommeil vers un état d'éveil calme. Le taux de cortisol, l'hormone du stress, il a sa propre courbe naturelle. Saisir le téléphone et plonger direct dans une messagerie, ça déclenche une alerte immédiate. Une vraie montée d'adrénaline artificielle, du coup. C'est ça. On jette une conscience apaisée dans une arène de sollicitation. D'ailleurs, un des auteurs applique une stratégie de protection vraiment extrême pour ça. Attends, c'est l'histoire de fermer les onglets, non? Ouais, il ferme absolument tous les onglets de son navigateur la veille au soir. Du coup, le matin, son ordi affiche qu'un écran vide. Et ça le force à définir lui-même sa toute première action de la journée au lieu de juste réagir aux trucs des autres. C'est hyper malin. Mais au milieu de toute cette foule hurlante d'applications, elles n'ont pas toutes le même pouvoir d'attraction, hein. Il y a toujours une faille un peu spécifique dans notre armure. Le texte appelle ça la kryptonite distractive. Et ce qui m'intrigue vraiment, c'est que cette kryptonite, c'est pas forcément le grand méchant réseau social auquel on pense tous, genre TikTok ou Instagram. Ah non, pas du tout. L'identification de cette kryptonite, c'est un truc très perso. Ouais. C'est le talon d'Achille numérique qui court-circuite direct notre cortex préfrontal. Pour certains, oui, ça va être un fil d'actualité continu. Pour d'autres, c'est un petit jeu mobile à la con. Le cas de l'auteur est fascinant là-dessus. Sa kryptonite, à lui, c'était un obscur groupe de discussion Yahoo sur la voile. Un groupe de passionnés de voile, sérieux? Ouais.
Un espace communautaire qui a l'air totalement inoffensif, tu vois. Même intellectuellement stimulant. Bah oui, ça fait genre je m'informe. Exactement. Sauf que ça aspirait des heures entières de son attention, juste parce que ça touchait en son identité de marin. C'est fou. Parce que la frontière, elle semble super floue, justement. On a très vite fait de justifier des heures passées sur LinkedIn ou des forums comme de la veille pro ou de la passion. Ouais, le fameux «je travaille mon réseau». C'est ça. Alors qu'au fond, on sait très bien qu'on brasse du vent. Mais du coup, comment on tranche cette espèce d'hypocrisie interne pour isoler sa vraie kryptonite? Eh ben, le filtre de détection, il repose pas du tout sur le temps passé, mais sur une émotion très spécifique. C'est le regret post-consommation. Le regret. Genre la culpabilité juste après. Voilà. La mécanique est hyper simple à observer. Tu fermes l'application, l'écran s'éteint, et genre dans les 2 secondes qui suivent, paf, tu ressens un pincement au ventre. Une pensée fulgurante du style mince, j'ai encore laissé filer 40 minutes alors que je devais bosser sur mon projet. Ah ouais, ce goût amer de temps gâché, quoi. C'est ça. Ce goût amer, c'est le marqueur biologique de la kryptonite. C'est hyper clair. Mais je veux revenir 2 secondes sur cette question de la volonté, parce qu'il y a un biais psychologique énorme là-dedans. Je t'écoute. Chaque décision qu'on prend, chaque petit micro-stress, ça épuise nos réserves cognitives. Donc je me dis, compter sur notre seule force mentale à 15 heures, quand on a le gros coup de barre, pour pas ouvrir cette appli, c'est juste un fantasme, non? C'est exactement ça. Le phénomène d'épuisement de l'ego, c'est super bien documenté. Ça montre que la volonté, c'est une ressource épuisable, genre comme la batterie de ton téléphone. À 15 heures, la jauge, elle est dans le rouge clignotant. On n'a plus rien en stock. Rien. Et c'est à ce moment précis que la méthode passe d'une approche psycho à une approche purement environnementale. C'est-à-dire? Faut désamorcer la tentation en amont, c'est l'art de ranger ses jouets, comme ils disent. Si tu sais que la fatigue te fera craquer, t'installes des barrières quand t'as encore toute ta lucidité. Ok, mais ranger ses jouets, concrètement, ça implique quoi? De créer volontairement un parcours d'obstacles? Ouais, c'est ça. Se déconnecter manuellement de tous ses comptes après chaque utilisation, supprimer l'enregistrement automatique des mots de passe. Ah, le cauchemar absolu. Mais c'est le but. Masquer la barre de favoris aussi. On demande littéralement à notre navigateur web de plus rien nous faciliter. On détruit la fluidité, en gros. Exactement. En termes d'architecture de choix, cette petite friction de quelques secondes, elle est salvatrice. Si tu t'ennuies à 15 heures et que tu ouvres un onglet par automatisme, devoir soudainement taper une adresse entière, chercher ton mot de passe, l'entrée à la main. La flemme monumentale. Mais cet effort, ça rompt la boucle comportementale. L'automatisme réactif, il vient s'écraser contre cette petite difficulté. Et ça offre au cerveau la petite fraction de seconde nécessaire pour repasser en mode délibératif et se dire est-ce que je veux vraiment faire ça maintenant ? J'imagine que les premiers jours d'une pratique comme ça doit provoquer des vrais symptômes de sevrage. On doit se surprendre avec les doigts prêts à toper les premières lettres de l'appli sur un clavier vide, juste par mémoire musculaire. Ah mais c'est sûr, le corps se souvient. Mais cette friction, elle protège de l'impulsion initiale. Et le vrai danger dont on parle là, c'est pas juste ce petit clic de faiblesse, c'est l'onde de choc qui le suit. Le fameux cratère temporel. Voilà. Et l'anecdote sur ce sujet, je la trouve glaçante. Il y a l'auteur qui décide de rédiger un simple tweet. L'action en elle-même lui prend 90 secondes. Un truc super rapide, ouais. Mais dans les 2 heures qui suivent, il retourne vérifier les réactions à 4 reprises. Et le bilan, c'est 26 minutes consumées par une action initiale d'1 minute 30. Et le pire, c'est que ces 26 minutes, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Comment ça? Le vrai désastre cognitif, il se mesure avec le coût de changement de tâche. Les recherches en sciences cognitives, genre celle de Gloria Mark, elles établissent qu'après une interruption, un être humain a besoin en moyenne de 33 minutes et 15 secondes pour retrouver un état de concentration profonde. Attends, sérieux? Ouais, le cerveau fonctionne pas du tout comme un interrupteur on-off. Donc, pendant ces 33 minutes, même si on regarde de nouveau son écran de boulot, le cerveau tourne au ralenti. Exactement, à cause d'un truc appelé le résidu d'attention. Quand tu passes de ton tweet à ton travail, t'as une partie de ta puissance de calcul mental qui reste bloquée en arrière-plan sur Twitter. Ah ouais, en mode sous-marin. Ton cerveau continue de se demander secrètement, genre, qui a liké, qu'est-ce que cette réponse sous-entend. Ton système nerveux gère 2 logiciels incompatibles en même temps. Donc le cratère temporel, il engloutit pas seulement les 26 minutes de clic, Il pulvérise l'attention de l'après-midi entière. c'est ça. Ça crée un brouillard mental tenace. Si on file la métaphore, ces petites notifications, c'est des vraies mines terrestres temporelles. Le déclenchement initial, le clic, ça a l'air de rien. Mais l'explosion qui suit, elle dévaste le contexte mental de la journée. Et ce qui m'a surprise, c'est que ces cratères, ils sont pas uniquement digitaux. Non, la biologie s'en mêle aussi. Ouais, il y a l'exemple du cratère physique. Ah oui.
Parce que la gestion de l'attention, elle est indissociable de la physiologie du corps. Il y a ce super exemple du repas expédié. Le fameux burrito. Voilà. Par souci d'efficacité, t'avales un déjeuner hyper lourd, genre un énorme burrito, en 15 minutes direct devant ton écran pour gagner du temps. Le grand classique du bureau. L'intention de base, c'est de préserver la productivité, tu vois. Mais la réalité métabolique, c'est que la digestion massive qui s'ensuit, elle détourne direct l'afflux sanguin et l'énergie vers l'estomac. Donc le cerveau est à sec. Le cortex préfrontal est privé d'oxygène, ouais. L'après-midi se transforme en une lutte absolue contre la somnolence. Tes 15 minutes gagnées, elles génèrent un cratère de léthargie de 3 heures. Le corps reprend toujours ses droits quoi qu'il arrive. Toujours. Alors face à l'ampleur de ces cratères, numériques ou digestifs, la réaction viscérale, ça pourrait être de tout cramer. Genre la politique de la terre brûlée, on coupe Internet, on jette les écrans, on part vivre dans le Larzac. Bon courage avec ça. C'est ça, mais la méthode refuse cet extrême. Si on ne détruit pas les applications, faut changer les règles d'engagement. Faut redéfinir l'utilité même de ces outils pour qu'ils arrêtent d'être des piscines sans fond. C'est exactement le passage d'une consommation passive à une utilisation intentionnelle. Pour faire cette bascule, la méthode propose de passer chaque appli au crible d'une évaluation hyper rigoureuse. En 3 temps, c'est ça? Ouais. Le premier filtre, c'est le sens. En gros, pourquoi cet outil est là dans ma vie? Quelle valeur irremplaçable il m'apporte? Et le deuxième? Le deuxième, c'est la proportion. Quel volume de temps je suis prêt à échanger contre cette valeur? Et c'est souvent là qu'on capte que le ratio est juste désastreux. On se justifie 2 heures de défilement quotidien parce que, genre, on a vu une photo marrante de son neveu. C'est ça, l'alibi parfait. Ce qui amène direct à la question du remplacement. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, vachement moins coûteux en attention, d'avoir le même résultat? Un petit coup de fil de 5 minutes, ce serait pas 1000 fois plus riche que 2 heures de surveillance passive sur Insta? Ah mais cette question d'alternative, elle est redoutable parce qu'elle pulvérise nos alibis en fait. Et du coup, le troisième filtre, c'est l'encadrement strict. Quand et comment je vais y accéder? Parce que sans cadre matériel, les 2 premières réflexions, ça sert à rien, quoi. C'est des vœux pieux. Les auteurs illustrent ça avec des solutions super contrastées. T'as John, par exemple, qui tire une vraie valeur pro de Twitter. Lui, il s'est créé un raccourci navigateur qui pointe exclusivement vers sa page de notification. Donc il esquive physiquement le mur d'actualité? Exactement. Il répond juste aux interactions pertinentes pendant 30 minutes chronométrées et, boum, il ferme le navigateur. Il a transformé la fameuse piscine à débordement en une petite flaque utilitaire. C'est une approche chirurgicale. Mais bon, ça demande quand même une certaine maîtrise au moment d'ouvrir le lien. Par contre, Jake, lui, il incarne une réalité beaucoup plus commune pour le coup. Ah bah Jake, il admet cash que sa volonté face aux écrans, elle est proche du néant absolu. C'est rassurant, franchement. Connaissant sa vulnérabilité, il délègue entièrement la discipline à la machine. Il a installé une extension de navigateur qui coupe direct l'accès à ses sites de distraction après un quota de 4 minutes par jour. 4 minutes, c'est violent, mais ça illustre super bien le concept d'échafaudage comportemental. Quand l'ossature de ta volonté est trop fragile face à l'ingénierie des plateformes, t'externalises la contrainte via un logiciel. Il n'y a aucune honte à utiliser des bloqueurs, en fait. Aucune. C'est même une preuve de grande lucidité sur le fonctionnement de l'attention humaine. Et cette lucidité, elle s'applique aussi à nos passions. Et là, on touche peut-être à la tactique la plus subtile. C'est le concept de devenir un suiviste, un supporter occasionnel. Ah oui, l'histoire du basket. L'anecdote de Jake sur son obsession sportive, elle montre un piège hyper insidieux. En 1994, il était tellement investi dans l'équipe des Supersonics de Seattle que leur défaite en finale, ça l'a mis dans un état limite dépressif pendant des mois. Il pleurait en public quand même. Littéralement. Et ce niveau de fanatisme au quotidien, ça pompait tout son temps, mais surtout ça vampirisait toute son énergie émotionnelle au détriment de sa propre vie. L'investissement émotionnel asymétrique, c'est un gouffre. Jake vivait par procuration les succès et les échecs de gens qui s'en foutaient complètement de son existence. C'est terrible quand on y pense. Mais la parade qu'il a trouvée, je la trouve d'une élégance folle. Parce que ça renie pas du tout l'amour du sport, il a juste choisi consciemment de rétrograder son niveau d'implication pour devenir ce qu'il appelle un suiviste. C'est-à-dire ? Au lieu de scruter frénétiquement les revoirs de transfert, d'analyser les stats blessure par blessure, de vivre l'angoisse des directs devant la télé, il attend le lendemain pour juste regarder les résumés. Les meilleurs moments du match, quoi. C'est exactement comme passer de l'actionnaire anxieux qui rafraîchit le cours de la bourse toutes les 5 minutes en suant à grosses gouttes à l'investisseur serein qui regarde juste la tendance de son portefeuille une fois par trimestre, tu vois. C'est une super comparaison. On conserve l'intérêt pour le domaine, on garde le spectacle des belles actions. Mais on élimine la volatilité émotionnelle. Voilà, et l'épuisement mental qui va avec.
On filtre le signal et on coupe le bruit de fond. Et cette bascule de l'actionnaire anxieux à l'investisseur serein, ça résume à merveille l'intention derrière toutes les tactiques qu'on vient de décortiquer en fait. Totalement. Que ce soit décaler l'heure de la première connexion le matin, identifier sa propre kryptonite, ranger ses jouets numériques ou mettre des bloqueurs impitoyables, l'architecture globale, elle repose sur un seul truc, la friction intentionnelle. C'est le mot-clé. Dans une époque technologique obsédée par la suppression de tout obstacle, où le mot fluide c'est devenu le graal absolu du design, réintroduire de la rugosité, c'est un vrai acte d'insoumission. Forcer l'esprit à franchir un petit obstacle, c'est le forcer à se réveiller. Exactement. Si on prend un peu de hauteur sur tous ces mécanismes, il y a une conclusion vachement rassurante qui émerge. Reprendre le contrôle de son temps, ça n'a juste rien à voir avec l'injonction épuisante à la productivité frénétique. Tu sais, ce truc de « il faut toujours faire plus ». Ah non, on n'est pas du tout là-dedans. L'objectif, c'est pas d'optimiser chaque minute pour travailler plus vite comme des machines. Le but de ces barrières physiques et de ces filtres, c'est juste de restaurer nos réglages par défaut, de créer une zone de protection autour de notre cerveau pour que le calme puisse de nouveau s'installer, sans qu'on ait à livrer une guerre quotidienne contre des algorithmes. Et cette reconquête de l'espace mental, ça soulève une question presque philosophique sur notre époque. Laquelle ? On nous a convaincus que l'accès permanent et instantané à tout le temps, c'était le sommet de la liberté. Mais quand tu vois l'effondrement de notre capacité de concentration, on peut légitimement inverser la perspective. Le véritable luxe aujourd'hui, c'est plus du tout la vitesse de connexion. C'est quoi alors ? Ni capté ni monétisé par quelqu'un d'autre, que l'esprit peut vagabonder, que les idées s'assemblent et que la vraie pensée autonome peut enfin émerger. Accepter l'ennui comme une nécessité biologique plutôt que comme une faille à combler. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.